Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur un sujet que l'on connaît bien, en tout cas dont on entend parler beaucoup, c'est le burn-out. J'ai plein de signes qui font qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il faut que je parle de ce sujet-là, j'en ai discuté pas mal. Et je suis accompagné d'une invitée de marque qui est experte sur le sujet, c'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Sandrine Fabre-Rubinstein et j'ai en effet fait une spécialité de la reconstruction et de la prévention du burn-out auprès des entreprises et des particuliers parce que je l'ai vécu. D'accord. Je l'ai vécu en 2014, comme ça sera plus précis. Et je l'ai vécu alors que je ne m'y attendais pas, mais j'aurais pu m'y attendre. D'accord. Alors du coup, c'est quoi exactement le burn-out? Parce qu'on en parle énormément, mais qu'est-ce que c'est? Alors le burn-out, d'abord il y a l'image, c'est-à-dire qu'on assimile souvent le burn-out à un matin, quelqu'un qui n'a pas pu se lever, et c'est vrai. En D'accord. revanche, ça vient pas tout d'un coup. Ça vient au bout d'un processus qui dure en général au minimum 6 mois, mais qui peut être plus long auparavant, qui va en fait épuiser une personne. Elle est dans un contexte qui est nocif pour elle. Elle est confrontée soit à un conflit de valeurs, soit à du harcèlement, soit à des conflits de personnes. Il y a aussi des injonctions paradoxales, C'est quoi une un manque de injonction? sens. Par exemple, ça peut être quelque chose d'organisationnel, c'est-à-dire on vous dit qu'on vous confie des responsabilités importantes, mais en fait on ne vous donne pas les moyens. Hmm. Du coup, quand vous voulez mettre en place une action, on vous dit non. Voilà, donc il y a des contradictions dans l'exercice quotidien du travail qui vont faire que la personne n'est pas Qui mettent en difficulté. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui fait processus long? C'est que la personne, dans un contexte nocif où elle s'épuise, elle devrait rationnellement se dire il faut que je prenne une décision, il faut que je parte. Ou alors, il faut que je râle, que je me batte contre, je ne sais pas, mes clients, etc. Ou alors que je me déconnecte complètement de l'affect que ça comporte. Hmm. Mais il faut le faire vraiment dans ce cas-là. Il ne faut pas juste se dire non, non, mais je suis détaché de tout ça, etc. Il faut vraiment être détaché. Et donc, elle ne le fait pas, ces 3 stratégies, et du coup, elle reste dans une situation qui est stressante pour elle. Ce qui fait que le stress qui peut être un moment tendu pour rendre un rapport ou un client difficile se transforme d'un stress ponctuel en un stress chronique. D'accord. Et donc là, la personne va se suradapter, puiser dans ses ressources
et ça va se transformer en phénomène physiologique, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de jeux d'hormones qui va se mettre en marche pour qu'elle puisse tenir. Et c'est là où il y a le danger, c'est que l'organisme n'est pas fait pour tenir en permanence dans une situation de stress. D'accord. Il est très opérationnel pour faire face à un danger comme ça ponctuel, mais pas pour que ça dure des mois. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, par exemple, le cortisol va être en surproduction et tout d'un coup va s'effondrer et que la personne ne va pas pouvoir aller un matin au travail. D'accord. Donc, c'est pas uniquement mental, cérébral, c'est vraiment le corps qui parle. Oui, c'est complètement physiologique avec deux précisions de taille. C'est-à-dire que ce qui va faire que la personne va rester dans la situation, pour le coup, est souvent psychologique. Je mets à part, et encore que c'est possible de travailler là-dessus, mais tout ce qui est contingence financière, mais c'est souvent des personnes qui vont être dans le soi fort, soit parfait, fait des efforts, fait plaisir, et qui donc ne vont pas penser à qu'est-ce qui est bien pour moi, ne vont pas s'écouter, et du coup vont justement rester dans la situation qui ne leur convient plus. Donc souvent c'est des vieilles injonctions qui... Oui, qui ressortent, qui sont là, qui se présentent quand on est en état de stress, c'est-à-dire que ce qui nous a servi jusque-là, et qui était opérationnel dans certaines circonstances, va là ressortir, mais n'est plus opérationnel. Au contraire, elle est presque dysfonctionnelle parce qu'elle pousse la personne à rester. Alors, il y a un deuxième effet un deuxième phénomène psychologique, c'est que du coup, l'organisme étant épuisé, la noradrénaline, enfin la dopamine, les hormones du plaisir, de la vigilance, etc., n'étant plus produites de façon fonctionnelle, la personne va commencer à avoir des anxiétés, mais là, du coup, c'est plus psychologique, c'est la physiologie qui va C'est chimique. C'est chimique, exactement. Ça, c'est pendant, donc, du coup, le processus d'épuisement professionnel. Et puis, finalement, il y a une troisième dimension psychologique ou psychique que va ressentir la personne. C'est qu'il peut y avoir donc des comportements irritable, il peut y avoir du cynisme, etc., toujours générés par cette chimie, et puis qui vont, après le burn-out aussi, se transformer en des difficultés de concentration. Alors, j'ai fait un petit raccourci, là, je commençais à faire un petit raccourci, mais en fait, ce qui va se passer après la chute, hein, c'est-à-dire vraiment le burn-out, après le processus d'épuisement professionnel, c'est qu'on va avoir un certain nombre là pour le coup, de sujets que la personne va ressentir comme très préoccupants. Par exemple, une très très grande fatigue, elle ne peut plus rien faire. Elle peut plus se lever ou pour le minimum. Elle a des problèmes de mémoire, de concentration, de fonction exécutive, c'est-à-dire même mettre une lettre à la poste est compliqué. Et du coup, là, il y a une espèce de rétroaction sur la psychologie, et du coup, on se dit, ben, est-ce que je suis normale, est-ce qu'il y a un truc qui tourne pas rond, est-ce qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Donc là, il y a des effets un peu de la poule et de l'œuf entre la physiologie, ses conséquences visibles, et puis un état psychologique très anxieux sur est-ce que je vais m'en sortir. Voilà, donc c'est vraiment un phénomène à prendre très au sérieux. D'autant plus qu'il peut basculer parfois dans la dépression. Et là, c'est toute la vie privée qui est emportée, alors que le burn-out, c'est vraiment le travail. Voilà, donc peut-être un cas sur deux, il n'y a pas de chiffre précis pour des raisons statistiques qui font qu'on n'a pas des statistiques très fiables. Mais voilà, dans un cas à peu près sur deux que je peux rencontrer, ben, ça peut se terminer en dépression. Donc, voilà, donc là, l'impact psychologique, psychique, il est considérable. Et donc quand ça finit en dépression, c'est qu'on a tiré sur la corde encore trop longtemps ?
Ou c'est d'autres facteurs parfois? Ça peut être ça, c'est soit on a tiré sur la corde trop longtemps, soit la dépersonnalisation, la dépréciation De soi? de soi est allée trop profondément. Donc par exemple dans le harcèlement, souvent il y a ça. Enfin moi je le constate Ouais. en accompagnant des personnes, c'est quand il y a eu harcèlement, il y a eu une telle atteinte de l'identité de la personne qu'elle emporte l'identité personnelle aussi. C'est-à-dire, c'est pas qu'au travail. Si vous voulez, Ouais. quand on commence à se dire je suis nul, j'ai entendu des choses, j'espère que ça va pas être trop violent pour Hmm. les auditeurs, mais Ouais. des phrases comme je ne suis qu'une merde. Voilà, c'est très très fort, mais c'est ce que la personne pense vraiment. Ouais, donc là, Euh, ça impacte la sphère voilà, et personnelle et donc professionnelle. voilà, c'est ça. Quand on en est à ce point-là de Donc, crise dévalorisation, d'identité d'une certaine oui, manière. voilà, c'est ça. Du coup, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus si on sert à quelque Qu'est-ce qu'on fout chose, là? qu'est-ce qu'on fout là. Voilà, donc ça peut être très violent, mais il y a tout le spectre. Il y a des gens qui vont s'en sortir assez vite. Quand je dis assez vite, c'est 5 mois, Mhm. jusqu'à des gens qui, effectivement, en dépression, bon, vous remettent une vie à s'en remettre, si vous voulez. Il y a voilà, donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Par contre, il y a pas mal de personnes qui trouvent que c'est une chance. Alors ça peut paraître Oui, complètement c'est bizarre. une question que j'avais envie de te poser. Le burn-out, qu'est-ce que ça vient dire et quel cadeau ça peut nous offrir? Alors, pour moi, ça vient dire, tu t'es conformé à un rôle, voilà, qui t'a procuré un statut, qui t'a procuré peut-être de la sécurité, une image de toi, etc. Mais finalement, c'était peut-être pas toi. Hmm. C'est Euh, l'âme qui vient parler, voilà, peut-être. c'est l'âme ou c'est Le euh, véritable le soi. véritable soi. Et du coup, il y a un moment donné, à force de se suradapter à cette image, à cette identité justement professionnelle ou sociale, là aussi envahit un peu la vie privée, Oui. c'est-à-dire je suis le pilier de la famille, c'est vers moi que les cousins se tournent, on fait des choses comme ça. On s'identifie aussi parfois à ses fonctions, à son Exactement. titre de poste. Exactement. Donc du coup, là, bah non, ça peut plus continuer comme ça. Parce que tu es en train de te suradapter et, j'allais dire cocotte, Ouais. tu peux plus vivre comme ça parce que tu n'es pas toi et ça va pas pouvoir durer jusqu'à la fin de tes jours. Ouais. Donc, ce que ça dit de soi, c'est ça pour moi. Et puis, le cadeau que ça donne, c'est de pouvoir revenir à bah, qui on est et on a peut-être quitté très tôt Hmm. avec toute l'éducation, Oui, oui, etc. pour donner le change, Oui, pour répondre aux souhaits ou aux projections des parents. exactement, parce qu'on a besoin d'être aimé par ses parents, donc on va essayer de s'y conformer. Et puis il y a une chose à prendre en compte aussi en France, c'est que le statut du travail est mis à un tel niveau, il est mis au rang des valeurs. Est-ce que c'est une valeur comme le courage, comme qu'est-ce qu'on pourrait avoir, l'honnêteté, La la loyauté. loyauté? Est-ce que c'est une valeur le travail? Bon, on peut, hein, mais Hmm. c'est surtout une fonction. Voilà, une fonction d'épanouissement peut-être, une fonction financière peut-être, Oui. une fonction d'intégration. Voilà, mais est-ce que c'est une valeur? Oui, En ça tout fait cas, partie de l'environnement de l'individu, mais ce n'est pas l'individu. ce n'est pas l'individu. Et puis là, on l'a mis même carrément presque au-dessus de l'individu. C'est une valeur. Jusqu'à, effectivement, quelquefois emporter la santé des gens. Ouais. Il y a ça. Et puis le statut social d'une personne passe complètement par son métier. Alors, c'est moins vrai maintenant avec les jeunes générations. Les slashers, les job crafting, enfin, la façon dont les jeunes envisagent Oui, leur rapport au travail. c'est ça. Beaucoup plus aussi enfin, l'entrepreneuriat, les indépendants. Oui, Il y a aussi moins cette culture, on est en train de déconstruire la culture de il faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent ou pour mériter les oui, loisirs. Il y a aussi des formes de job où je pense par exemple
à certains types d'influenceurs qui Oui, font des voyages pour gagner leur vie, ou des personnes qui, même si c'est beaucoup de travail, j'imagine, il y a des personnes aussi qui font un travail qui peut-être prend 10 heures dans la semaine et oui, ça suffit. oui. Et Donc, qui se donnent le droit d'avoir une vie. Et en fait, moi, ce que j'observe, et ça, c'est formidable, et c'est aussi une partie de la reconstruction, c'est de dire, n'allez pas faire, je fais une caricature, oui, hein, n'allez pas faire du sport pour être en forme au bureau, faites du sport parce que ça vous fait du bien, voyez des amis parce que ça vous fait du bien, et le travail doit s'insérer dans un projet de vie qui est épanouissant, équilibré, ça fait partie de votre vie, mais c'est pas votre vie. oui. Et très souvent, par exemple même pour la méditation introduite en entreprise, moi je fais toujours attention parce que je ne voudrais pas que ce soit quelque chose qui permette aux gens de tenir plus longtemps en suradaptation. Oui. Ça peut être un danger, hein, les massages, etc. C'est formidable, sauf si ça entraîne les gens à tenir plus longtemps dans une situation qui ne leur convient pas. Oui, une forme de bienveillance un peu biaisée et manipulatrice, il y a un peu de ça aussi. Alors, je pense que ça part d'un bon sentiment au départ, mais là, pour le coup, il faut être en pleine conscience de pourquoi je fais de la méditation, pourquoi je fais du yoga. Encore une fois, si c'est pour être plus performant, pour tenir plus longtemps, Hmm. je fais mes 5 minutes de méditation pour rester après 19 heures le soir. Non. Non. Voilà, donc il faut inverser Pas se le tromper de sens. cheval de bataille. C'est ça, voilà. Le noyau, c'est soi et c'est pas C'est la ça, fonction. exactement. Et les entreprises ont tout intérêt. Parce que si on a des gens épanouis, c'est une tautologie, mais des gens épanouis dans ce qu'ils font, y compris dans leur parcours, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir à un moment donné envie d'avoir des responsabilités, puis à un moment donné, non. Oui, il y a des phases de vie Voilà, aussi. il y a des phases de vie. Par exemple, des femmes qui choisissent d'être uniquement Oui, maman pendant un moment. c'est ça. Euh, ou des hommes, oui, qui choisissent d'être père au foyer pendant Oui, quelques temps, ou des gens qui choisissent de voyager ou de faire de l'art, exactement. Il y Et a- puis, ou ça de ne fait rien faire. ou de ne rien faire. Voilà, c'est de revenir à soi. Ça paraît, alors ça paraît individualiste, ça paraît Égocentré. égocentré. Après, on peut se dire, et pendant ce temps-là, les Chinois travaillent. Enfin bon, ok, mais là, quand vous voyez la vague des burn-out et de gens qui, du coup, quand ils reviennent au travail, n'ont plus du tout envie du même poste, des Hmm. mêmes responsabilités, pour 80% d'entre eux, hein, vont avoir toujours de l'engagement, mais plus du tout ce à quoi ils ont habitué l'entreprise. Ouais. Là, les entreprises n'ont pas intérêt à, à ne pas jouer ce sens-là de l'évolution de la société. Ouais. C'est-à-dire être épanoui, se réaliser, Donner du sens. donner du sens. Et quand on dit donner du sens, c'est pas le sens de l'entreprise. Parce que souvent dans les transformations, le changement, les entreprises disent il faut donner du sens. Alors elles expliquent, voilà, tel Leur projet, vision tatati, stratégique. tatata, ben voilà, alors le sens vous l'avez. Bah oui, mais c'est peut-être pas mon sens à moi. Ouais. Et voilà, donc là, il y a une vraie adaptation de l'entreprise dans le management, Créer le match. leadership, voilà, authentique, bienveillant, empathique, mais qui ne sont pas des mots en l'air. C'est pour Hmm. que les gens soient vraiment bien au travail. Et même si c'est un travail que pour gagner de l'argent, et même si c'est un travail que pour avoir des relations sociales, voilà, il faut que l'entreprise l'accepte. D'ailleurs, elle passe son temps à dire, bah voilà, on a les cadors, on a comment on appelle ça, les talents qu'on va pousser, et puis il y a Hmm. tous les autres. Bah oui, mais il faut que les autres soient heureux, il faut que les talents soient heureux, et euh, euh, puis ça va être des périodes effectivement où, bah c'est pas par ça que je vais me réaliser, voilà. Ouais, oui, c'est ça, inclure vraiment l'individu dans toute son entièreté dans le processus. Mm. Dans des derniers podcasts que j'ai fait sur le bore-out, Mm. je parlais justement de cette question de valeur et à un moment, moi, ce que je disais, c'est que je parlais de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que je suis rentré dans une entreprise parce qu'elle résonnait sur certaines valeurs à un instant T.
Et puis au fur et à mesure que j'ai évolué, j'ai fait ce travail de cerner, d'aller chercher d'autres valeurs qui résonnaient avec moi à ce moment-là. Au début, ça a été plutôt le beau, l'harmonieux. Ensuite, c'était l'humain. Mm. C'est Ça allait? bien, Mm. hein, Ça allait du ça coup? allait. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, mais hors Mm. burn-out, Mm. c'est-à-dire, oui, effectivement, quand on va bien, mais qu'on Mm. change un petit peu de vision sur la vie, Mm. on peut, dans une même entreprise ou dans un même poste, aller voir si Oui. ça correspond quand même. Oui, alors après, là, c'est tout l'enjeu de l'organisation. Euh, Parce que je vais prendre un exemple. Dans un métier où les gens sont plutôt autonomes et responsables, euh, et l'entreprise, en fait, a fait évoluer les modes de management, c'est-à-dire elle a mis en place une structure hiérarchique. Et du coup, ça ne va plus du tout. Les conditions d'exercice pour ces personnes-là ne vont plus du tout. Ça peut être le cas, par exemple, de journalistes, ça peut être le cas, euh, pas, oui, profession libérale, mais dans une organisation, une association, voilà, des gens qui sont habitués et qui sont Un mode de à un travail mode de qui travail leur qui leur correspondait. correspond, qui a du sens. Si on plaque sur eux un mode d'organisation qui est presque antinomique avec cette liberté de conscience aussi, etc., en fait, ils, ils vont avoir beau chercher des sources d'inspiration, de motivation, il y a des risques qu'ils soient confrontés au quotidien avec quelque chose qui Qui ne vibre pas du tout pour eux. pas du tout pour eux Hmm. et qui les contraint. Et ça, c'est donc du coup un contexte qui Ça, est c'est... Oui, stressant au quotidien et qui peut les emmener, sauf à se détacher psychologiquement. Mais bon, faut oui. vraiment avoir justement une vie structurée sur tout ce qui fait centre d'intérêt et avoir mis le travail à sa juste place pour pouvoir être vraiment détaché. Oui, il y a des personnes qui arrivent à le faire et qui viennent au travail uniquement pour travailler et qui emmènent pas leur bagage émotionnel, ou en tout cas qui, voilà, c'est le boulot qui paye le loyer, mais ça reste juste Oui, ça. c'est ça. Donc, mais qui en même temps vont rester connectés à leurs émotions. Hmm. C'est-à-dire que c'est les gens ceux qui vont pouvoir ne pas faire de burn-out, qui vont se dire, ah, là je suis en colère, ah, là je souffre, ah, là j'ai peur. Qu'est-ce que ça me dit? Hmm. Tu disais, Qu'est-ce que ça raconte, ouais. qu'est-ce que ça raconte? Là, c'est qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je dois faire? Qui tout de suite vont agir. Je suis en colère, je vais dire ça ne me convient pas. Ça évite d'ailleurs d'exploser en colère Oui, après. Voilà. En fait, ce qui est curieux, c'est être détaché, c'est justement être très connecté à ses émotions pour dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, je peux prendre une décision. Si on ne me laisse pas prendre cette décision, ben, du coup, je vais euh, trouver une autre solution. ouais, je vais trouver une autre solution, mais je ne vais pas être dans la suradaptation, encore une fois. Je ne me mets pas entre parenthèses Oui, au service d'un exactement. cadre dans lequel je ne tiens pas. C'est ça, voilà, Hmm. exactement. Un cadre et puis des racines qui sont plus là, parce que ce dont tu parlais, je trouve le beau, Hmm. c'est aussi des racines quoi, qui font qu'on est ce qu'on est et que c'est important pour nous. En Exactement. tout cas, en l'occurrence pour toi, par exemple, Romain. Oui. Et si à un moment dans l'évolution de l'individu, il n'y a plus ces racines en commun avec l'entreprise, eh Oui, bien, on a tout à fait le droit de quitter le navire. oui, complètement. Et puis on peut, ces racines, elles se propagent, etc. Ça devient différent. On peut avoir été très motivé par la compétence, euh, oui, par un métier. Et puis à un moment donné, ben non, on a envie d'autre chose. Ben, on le voit Voilà. avec le Covid notamment, Oui, ça a remanié pas mal les centres d'intérêt de chacun. exactement. Et aussi les limites. C'est-à-dire, je ne veux Et, ouais, plus aller jusque-là. ça c'est oui. Hmm. Oui, ça a opéré un recentrage sur qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Oui, exactement. Et c'est ça. Oui, c'est ça. Quel conseil, Sandrine, tu pourrais donner, presque, je dirais, en trois étapes sur une timeline,
Euh, Quel conseil tu donnerais à des gens qui sentent qu'ils peuvent flirter avec cet épuisement-là? Quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont dans le burn-out? Mhm. Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui sont après le burn-out, qui sont dans une D'accord. forme de renaissance? Tu parlais de Oui, reconstruction. oui. Alors pour celle qui sent qu'elle est pas loin, alors je pense déjà qu'il faut se faire aider parce que c'est compliqué. On voit bien que euh, on ne sait pas toujours que c'est physiologique et du coup ça peut rassurer et donner des repères. On pourrait penser que c'est un manque de volonté ou... Oui, c'est ça, et que c'est psychique, c'est psychologique, c'est de la fainéantise, enfin tout ce qui est véhiculé. Non, donc se renseigner, voilà, avoir quand même des repères fiables. Mais le vrai conseil que je donnerais, c'est travailler les émotions. Et Ça veut dire quoi, travailler travailler les les émotions, émotions? c'est-à-dire, euh, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, n'essayez pas de les maîtriser. Repérez vos émotions, là aussi en ayant des repères. Hein. Il y a 4 grandes émotions, il y a peur, souffrance, colère et plaisir. Donc plaisir, allez-y. Oui. Mais voilà, les 3 autres, hop, vous les accueillez, vous les identifiez, et qu'est-ce que ça me dit? Voilà, donc ça évidemment je ne peux pas le travailler là C'est dans le individuel, oui. podcast. Et puis, mais c'est individuel, mais en même temps c'est très précis. La colère, c'est il y a une question de place. Je suis pas, À la on bonne respecte pas place. ma place. La su- La peur, Hmm. la peur c'est je veux éviter une situation pour laquelle je sais que je vais souffrir ou je vais pas être à ma place, etc. Ça ne veut pas dire l'éviter, hein, quelquefois, au contraire, ça veut dire le plus vite possible l'affronter. Parce que la peur anticipe la peur, enfin, Ouais, ouais. voilà. Et puis la souffrance, bah là, c'est retrait. Hein, voilà, donc pour moi, ça commence par une reconnexion aux émotions, accueil, identification, et ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Et donc là, c'est le travail sur toutes les croyances. Voilà, on tire le Hmm. fil. À partir des émotions, on tire le fil. D'accord. Donc, du coup, on peut arriver à arrêter le processus. Parce qu'il ne faut pas le ralentir, il Parce faut on l'arrêter. le conscientise. Voilà, on le conscientise, on travaille dessus. Voilà. Donc, c'est possible. Voilà. C'est Euh, possible d'arrêter le c'est processus. possible, pas gagnant à tous les coups, mais c'est possible. Quand on est en burn-out, de toute façon, il n'y a pas trop de débat. Sur le moment du burn-out, il n'y a rien à faire. Il y a se reposer. De toute façon, on n'a pas l'énergie. Hmm. Il y en a beaucoup qui me disent oh là là, c'est terrible, je ne suis capable que de regarder des séries. Allez-y. Faites-vous Allez-y. plaisir. Faites-vous plaisir. S'il n'y a que ça que vous pouvez faire, faites-le. De toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre. Et le conseil que je donnerais à ce moment-là, donc reposez-vous et suivez des envies presque instinctives. Hmm. Oui. J'avais rencontré une dame qui m'avait dit eh bien, quand il pleut, je sors dehors pardon, les bras nus et je laisse les gouttes tomber sur ma peau. Ça C'est me fait génial. sentir vivre, Oui. être. Alors, faut y aller. Si c'est de faire du roller, si c'est, enfin, on n'a pas encore l'énergie, La mais nourriture intuitive la nourriture aussi. intuitive, voilà, le principe, c'est recommencer à avoir du stock de dopamine, de De plaisir. Et ça vient pas, sensations. voilà, de sensations, parce que ça vient pas tout de suite l'envie. Hein, il faut parfois un certain temps. Et Donc ça, c'est OK. et ça, c'est non seulement ok, c'est Nécessaire. indispensable. C'est une période de retrait. Alors évidemment, par contre, là c'est le cadre. Hein, Hmm. voir un médecin, voir un psy, et puis après viendra le temps de la reconstruction pendant cette période. Et puis quand on se reconstruit, il y a des étapes qu'on va franchir. Donc cette période du repos, cette période du restockage, du ressourcement, on va dire. Hmm. Voilà, on va lire au soleil, ça C'est nous fait du presque bien. une forme de déprogrammation qui Oui, prépare la programmation. oui, On vide exactement. le disque dur. Voilà, et on se reprogramme après, mais en suivant ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire que le programme, il est donné par soi-même à ce C'est moment-là. notre chemin de vie, notre Exactement, incarnation réelle. exactement. Mais du coup, il faut se connaître. Oui. Et là, c'est un travail voilà, de revisiter ses valeurs, ce qui a fait décision, enfin les décisions qu'on a prises, les Hmm. renoncements,
pour avoir les bons critères de choix. Voilà, donc c'est passer les étapes sans vouloir les brûler, aller profondément. Alors il y a des bouquins pour ça, il y a des gens comme moi qui Oui. accompagnent. Moi, je m'appuie sur une méthode qui s'appelle Se reconstruire après un burn-out, la reconstruction après un burn-out, par Sabine Bataille, qui est une sociologue du travail. D'accord. Et on est une cinquantaine en France à la pratiquer, et elle est très puissante, parce que justement, elle est sur les étapes, et ce qu'il faut travailler dans les étapes. Step by step. Step by step. Baby steps. Oui, parfois baby step, parfois il y a des pas de géant, mais au rythme de la personne. Mm. Et vraiment, le conseil que je donnerais à tous, c'est prenez, investissez le temps. Ceux qui sont en amont, ceux qui sont pendant le burn-out, ceux qui sont après. Voilà, c'est votre temps. Ça ne veut pas dire rester des années, Oui. mais c'est s'accorder le temps de voir comment on fonctionne en amont, de se ressourcer quand on fait un burn-out, et ensuite de se reconstruire en allant profondément en soi. Et parfois, oui, j'aime bien, on disait ça dans les chevaux quand j'étais cavalier professionnel, on gagne du temps à prendre son temps. Exactement. Et parfois, un temps de pause va nous permettre de faire tout ce qu'on a à faire après. Parfois, cette étape d'oisiveté, de régénération est nécessaire. Oui. Alors, ça c'est amusant aussi, parce que en fait, les personnes disent oh là là, comment je vais expliquer que je n'ai pas travaillé pendant 6 mois ou 9 mois. Et du coup, on fait un travail là, à ce moment-là, sur qu'est-ce que vous avez développé pendant cette période. Ben, c'est énorme, la connaissance de soi. Justement, la connaissance de ses modes de fonctionnement, des modes de fonctionnement de l'autre aussi, la communication envers soi, envers les autres. On a développé peut-être des talents qu'on avait avant inhibés. Voilà, donc on peut faire presque un CV de burn-out. Ça peut presque être une ligne, un peu comme une année de césure. Oui, non mais vraiment, parce que les gens qui reviennent, ils savent ce qui les motive, ils savent ce qui leur prend de l'énergie, ils savent où sont les limites. Bon, voilà, donc c'est pas donné à tout le monde, ça. Et également, cette représentation du travail. On se dit, voilà, le travail, voilà, c'est comme si dans une entreprise, à faire ci, à faire ça, à partir à telle heure. Mais le travail sur soi, c'est un travail, c'est un vrai travail. Quand souvent, comme ils suivent leurs envies, il y en a qui s'inscrivent à des cours de dessin, d'histoire de l'art, de cheval, etc. Mais ils ont développé aussi des choses à travers ça. Des choses inconnues, des talents inconnus. Et puis, ils ont développé des expertises. On ne sait pas ce que ça va donner après. En fonction de l'individu, ça développe Ça développe des compétences, des qualités. Ça peut devenir des métiers. Pas forcément tout de suite. Oui. Toi, tu en es un exemple. Et puis, j'imagine que ça change aussi positivement. Enfin, en tout cas, ça donne des clés dans le rapport à l'autre. Oui. Je pense au manager. Un manager qui revient en entreprise post-burnout. Je pense qu'il est bien plus à même d'être un leader empathique, peut-être. Ah oui, et authentique. Et authentique. Vraiment. Vrai. Oui. Et je t'interromps, cette authenticité-là, elle embarque les gens. Ah ben complètement, parce que en fait, il est authentique avec lui et aussi avec les autres. Alors s'il est authentique, empathique, c'est formidable. Ouais. Et il donne, il me semble, en tout cas, il a la possibilité de donner un droit à la différence à l'autre. Et de comprendre que la motivation de l'autre, mais la comprendre vraiment, ça, on peut comprendre intellectuellement que l'autre n'est pas motivé par les mêmes choses. Mais là, on l'a vécu, j'étais motivée par ça, je ne suis plus du tout motivée par ça, donc ça veut dire qu'il y a effectivement des gens qui peuvent... j'expérimente une motivation qui n'est plus la même qu'avant. Et du coup, j'expérimente quelque chose qui me fait davantage comprendre que celui qui est en face de moi, s'il n'a pas la même motivation que moi, c'est pas un anormal, c'est pas un débile, c'est pas un crétin, c'est pas un flemmard. C'est une différence. C'est une différence. Et par contre, ça veut justement, si j'arrive à le motiver, si j'arrive
à le cerner. servir de ses motivations, dans le bon sens du terme, pour que justement il soit épanoui, efficace, qu'il ait envie et que ça ait du sens pour lui. Exactement, ben, du coup, je vais avoir quelqu'un qui va apporter, C'est qui va gagnant-gagnant. contribuer. C'est gagnant-gagnant. Bah, sauf qu'il ne sera peut-être pas dans le rôle où là, j'aurais voulu qu'il soit, c'est-à-dire comme moi. Tout à fait. Voilà, donc ça, oui, quelqu'un qui revient, je pense que ça peut développer s'il a toujours envie d'être manager, Bien sûr, et s'il a envie de le faire, bah, autrement. Voilà, autrement, exactement. Oui. Et ça, j'accompagne un dirigeant d'entreprise, une très belle PME. C'est un chiffre d'affaires de près de 600 millions de chiffre d'affaires, c'est pas neutre hein, quand même. Il a des grosses équipes et pas mal de gens, enfin de partenaires à la fois financiers et en industrie. Et voilà, il revient, il a fait un énorme burn-out et il revient en disant je ne manage plus comme avant. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et du coup, tout bouge autour de lui. Bien sûr. Et du coup aussi, il n'a plus envie d'être complètement la vedette et d'être indispensable partout. Du coup, il permet aux autres de monter. D'émerger. Oui, d'émerger. Et il se connaît mieux. Enfin, franchement, ça a été douloureux. C'est pas toujours facile pour lui, mais c'est une belle histoire. Oui. Et l'impact redescend en cascade. Exactement. Dans l'entreprise. Exactement. C'est comme personnellement, quand il y a quelque chose qu'on bouge en nous, et bien notre entourage bouge aussi. Exactement. Et c'est pour ça que, comment dirais-je, c'est une systémie. Donc, les personnes donc, ont tout à gagner à travailler à cette connaissance, en particulier leurs émotions, mais les entreprises aussi. Attirer, je vais pas dire opportunité, mais ouais, c'est un cercle vertueux qui est un mode de management ou une vision qui est à la fois au service de l'individu et parce que l'individu est épanoui, c'est aussi au service de la performance. Oui, et puis du collectif. Parce que collectif. À chaque fois que tu donnes sa place à quelqu'un, donc on est tous singuliers. Bah, en fait, ça fait si tu lui donnes sa place, tu permets ses plaisirs, ça fait une alchimie. Oui, et puis il peut déployer ses talents. S'il a une place qui lui appartient et qui correspond à son incarnation, à ce pourquoi il est doué et ce qu'il a envie de faire, il va apporter vraiment de l'eau au moulin. Oui, et puis il va satisfaire ses besoins psychologiques pour le coup, respecter ceux de l'autre, voire contribuer à les nourrir. Si tu veux, ça fait une équipe qui est saine et sereine, quoi, qui va pas chercher à mettre les autres sous stress parce que c'est son modèle de performance. Il faut la cravacher. Enfin, je sais pas par rapport à ton ancien, comment dirais-je, ta performance. Mais la culture de la performance voilà, que je pouvais avoir avant, oui, tout à fait. Oui, et puis dans les entreprises, j'ai déjà entendu, il faut les fouetter, il faut le fouetter. Ouais. Même si ça peut être drôle de le dire comme ça vient traduire une culture de la souffrance pour performer. Et aujourd'hui, ça, on en revient. Oui, et pareil, un des facteurs de burn-out ou d'épuisement professionnel, c'est la surcharge de travail. Enfin, combien de fois j'ai entendu ah, tu pars à 5 heures, tu prends ton après-midi? Oui, j'avoue, je l'ai fait. Mais moi aussi, je te rassure. Ou alors quelqu'un qui arrive un peu plus tard, t'as passé une bonne journée? C'est ça. C'est gentil de passer nous voir. C'est exactement ça. Donc, c'est rigolo, mais c'est vraiment imprimé quand même. Ça vient traduire quelque chose, une croyance. Oui. Alors, si on se le dit de collaborateur heureux à collaborateur heureux, ça nous fait rire, et puis voilà. Mais sinon, il faut faire attention. On peut pas tout dire tout le temps à n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est vrai qu'il faut faire attention. Et il y a des fois où on peut entendre des choses et en rire, et des fois où ça peut résonner un peu plus profond. Oui, exactement. Ouais. Bon, merci Sandrine. Mais merci Romain. Est-ce que tu veux ajouter autre chose pour ce podcast? Oui, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Oh. Bon, c'est magnifique. Merci Sandrine. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt Romain. Ciao.